Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Valérie Bouillon-Delporte, première vice-présidente de France Hydrogène. Donc Jean-Luc Brossard, moi je suis directeur de programme à la PFA, la plateforme automobile et mobilité française, et en charge de toutes les activités de décarbonation, en particulier sur l'hydrogène. Alors, vous êtes chanceux ce matin parce qu'on partage avec vous en avant-première un gros chantier de modélisation donc, du sujet infrastructure en France pour le transport terrestre. Donc ça fait une bonne transition avec l'interlocuteur précédent. Je voulais m'excuser au préalable, je dois accueillir le président de l'ADEME à 12h30, donc je risque de partir un petit peu comme une voleuse. C'est pas que le sujet ne m'intéresse pas, mais j'ai pas le don d'ubiquité. Vous aurez des questions, Jean-Luc sera là encore pour y répondre, et puis n'hésitez pas à nous adresser vos questions également par mail. Je te laisse... Alors... Ça marche ou pas? On a un petit problème technique. Voilà. Non, il fallait appuyer sur le bouton, Jean-Luc. OK. Avant de rentrer dans la présentation des résultats, parce que je pense que c'est ce qui vous intéressait, ce qui était important, c'était de pouvoir réfléchir. Alors, j'aime pas trop le terme schéma directeur, parce que c'est quand même la responsabilité des régions, mais de pouvoir réfléchir à quelle est la bonne maille pour avoir une infrastructure hydrogène pour les véhicules légers et pour le poids lourd qui permettent une mobilité hydrogène. Donc, on a pris un certain nombre de partis pris. Le premier, c'est que jusqu'en 2026, pour la mobilité légère, on se focalise sur les professionnels, donc véhicules utilitaires et véhicules légers, plutôt type taxi ou flotte de commerciaux. Les véhicules lourds, camions et bus, seront traités après. C'est-à-dire on estime que le marché démarrera vraiment à partir de 2026. Il y aura quelques stations pour les poids lourds d'ici là, mais on a fait un zoom plutôt sur 2030. On s'est également appuyé, on partage des hypothèses communes entre France Hydrogène et la PFA sur la taille du marché. Donc les chiffres exprimés en nombre de véhicules sur le parc sont des chiffres communs entre la PFA, et je laisserai Jean-Luc présenter un petit peu les sources. Et l'idée, c'est un outil de modélisation. Donc, on ne vous donnera pas les localisations GPS des stations. En revanche, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, on va pouvoir dire quelles sont les zones les plus pertinentes pour assurer qu'il y a un off-take sur ces stations, pour assurer qu'il y ait des utilisateurs, pour assurer qu'il y a un parc qui va avoir besoin de cette infrastructure d'avitaillement. Donc, on a modélisé les zones, on a priorisé les flottes de professionnels, on s'est focalisé dans une première étape sur les zones à faible émission, parce que c'est ces 43 agglomérations qui vont être les plus demandeuses dans un premier temps, et on a mis 2 jalons, 2026 et 2030. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais voilà en résumé la schématisation de notre démarche. Donc, des hypothèses qui ont fait un consensus entre France Hydrogène, la PFA, sous le patronage du Conseil national de l'hydrogène et avec la collaboration de notre partenaire H2 System X. Donc, on est parti de la demande, on n'est pas parti de projection de parc, on est parti de la demande et on a appliqué des pourcentages de parc par rapport à ce qu'on connaissait du parc aujourd'hui. Donc, on a fait un certain nombre d'hypothèses. On a positionné et dimensionné les stations, là aussi avec l'objectif d'avoir des stations de suffisamment grosse capacité pour pouvoir arriver à une compétitivité du prix de l'hydrogène. On a testé sur une première région, premier test case, on l'a fait au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a appliqué ensuite aux autres régions en France et avec les 2 jalons 2026-2030. Donc, pour avoir un réseau de stations qui couvre des VUL, un petit peu de VL, des poids lourds et avec des localisations géographiques dans un rayon d'à peu près 20 km. Donc, quand je vous disais que ce n'était pas une localisation GPS très précise, il faut imaginer l'implantation de ces stations dans un rayon de 20 km. Je laisse Jean-Luc vous décrire un petit peu le VL. Oui, juste pour le véhicule léger, en fait, comme l'a dit
Valérie, on est parti des hypothèses qu'on a du parc roulant, c'est-à-dire qu'on a au niveau de la PFA, on travaille en commun avec le BDO qui permet de modéliser en fait les intentions d'achat et les mix énergétiques qu'on aura en France, en Europe et dans le monde. Et donc à partir de ce parc roulant défini, on l'a comparé en fait à la répartition qu'il y a actuellement de ce parc roulant par rapport aux régions et aux communes, de telle façon à pouvoir définir un parc par commune. Et à partir de ce parc par commune et des informations qu'on a sur les usages, donc on a des informations sur les kilomètres parcourus, le type de temps passé, les délais de remplissage, un certain nombre de données que tous les constructeurs ont, qui permettent en fait de définir les besoins qu'on aura en termes de type de recharge et qui sont adaptés à une mobilité à hydrogène, sachant que la mobilité pour les véhicules utilitaires légers à hydrogène est une mobilité qui est complémentaire à la mobilité électrique à batterie, pour des usages beaucoup plus intensifs. De la même façon, on verra, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle c'est plutôt les véhicules utilitaires légers qui sont tirés par les usages qui démarreront la mobilité hydrogène. À partir de là, on a cette demande. Tu as plus de chance que moi, t'es ciblé. Il est où le capteur ? Comment t'as fait tout à l'heure ? Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce qui est important, c'est que on se positionne, comme on disait tout à l'heure, 2 échelles de temps. Une échelle de temps 2026, une échelle de temps 2030. Pourquoi 2026 ? 2026 parce que c'est l'échelle de temps où on va avoir la possibilité d'avoir un marché pour ces véhicules utilitaires légers à fuel cell. En particulier, les chiffres sont cohérents en fait des capacitaires installés qui ont été mis en place par les différents constructeurs, en particulier français. Vous retrouvez chez Ivia, chez Stellantis, des volumes qui sont en adéquation avec ces chiffres-là. Vous savez que Stellantis a annoncé 5000 véhicules produits à fin 2024, 10 000 probablement en 2025, et donc avec une montée en cadence qui est nécessaire et qu'il fera en France, hein, c'est important, donc à Ordin. Et donc ces volumes-là sont cohérents de ces volumes qui sont intégrés dans ce qu'on appelle le WAPO. Le WAPO, c'est World Automotive Powertrain Outlook, donc un mix énergétique qui est établi. Donc la répartition dans le segment des VUL, par exemple, entre les différentes motorisations et ainsi de suite. Donc la composition du parc à cet horizon sera 80% à notre avis, donc 80% de VUL et 20% de véhicules particuliers. Un véhicule particulier qui se traduise aujourd'hui essentiellement par des véhicules assez haut de gamme et des flottes. Des flottes, vous retrouvez des flottes de taxis comme la Toyota Mirai, comme la Hyundai, comme la future BMW. La spatialisation, comme on l'a dit, ça sera à 80% à proximité des ZFE et de 40 autres communes. Hein. Donc il y a 43 ZFE prévus en France. Donc c'est 80% dans des environnements donc de coordination intercommunale. Des environnements publics de coordination intercommunale prioritaires, et puis le reste des 20% qu'on positionne un peu partout en France. Donc à partir de ça, on est capable de définir le besoin en stations hydrogène, sachant qu'on a pris comme hypothèse qu'il y aurait au minimum 2 stations par zone intercommunale et que le taux d'usage des stations sera un minimum de 50%. C'est pour garantir à la fois un flux au travers des stations, garantir une sécurité s'il y avait un problème sur une des stations et garantir une rentabilité pour les fabricants de stations. Aujourd'hui, donc, pour les VUL, donc, on est sur des journées travaillées, donc 5 jours par semaine. Et pour les véhicules particuliers, bien sûr, on est sur une demande constante. Ce qu'on a cherché à avoir, c'est que chaque utilisateur doit pouvoir avoir une station à moins de 20 km. Donc dans un rayon de 20 km, il est capable de trouver sa propre station. Donc à quoi on arrive à partir des volumes qui sont indiqués, de la répartition et des flux d'utilisation qu'on a envisagés? On voit qu'en France, on a besoin pour le véhicule léger dès 2026 de plus de 200, donc 212 exactement, plus de 200 stations. Des stations qu'on a dimensionnées pour des raisons de retour sur investissement à des volumes supérieurs à 200 kg jour. Et vous avez une répartition qui fait qu'elles iront en fonction du positionnement de 200 à 2 tonnes par jour, avec 13 stations de tonnes par jour qui seront nécessaires en fonction des besoins dans certaines régions. Et vous voyez justement l'ensemble des EPCI prioritaires, l'ensemble des agglomérations et la répartition qu'on peut avoir en 2026. La même démarche a été faite en 2030. Je ne sais pas si tu peux changer.
Donc un exemple comme ouais, on a passé un slide vite, mais on a des exemples région par région et l'objectif, on verra ensuite, c'est de régionaliser cette approche-là. Et donc on avait Métropole Lyon. En 2030, on prend la même orientation. Donc l'augmentation capacitaire qui est prévue par les constructeurs est significative dans le segment du VUL. Vous vous rappelez qu'il y a le ban des véhicules thermiques en 2035 pour ce segment inférieur à 3,5 tonnes. Et donc, il va falloir absolument trouver des solutions alternatives pour les usages intensifs qui sont aujourd'hui assurés par le diesel. Et donc, on imagine plus de 300 000, entre 300 et 350 000 véhicules légers qui vont être distribués en priorité à proximité, pareil, des agglomérations dont il y aura des zones d'interdiction de roulage pour les véhicules qui ne sont pas zéro émission. Et donc, on a pris comme hypothèse 60% des volumes, en fait, proximité des EPCI. Au final, il y a 86% même en 2030, des véhicules légers qui rouleront à hydrogène, qui seront donc pour des véhicules utilitaires légers, donc pour des transports de biens et de personnes et pour des artisans. 14% de véhicules particuliers, donc toujours plutôt liés pour des flottes de véhicules particuliers, donc soit flotte d'entreprise, soit flotte de taxis ou d'autres. Et puis bien sûr, des véhicules haut de gamme, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la mobilité hydrogène est toujours une mobilité chère. Et donc, avec la même démarche que tout à l'heure, on revient à une répartition qui permet de définir, en fait, une montée en puissance en accord avec cette volonté d'accompagner, en fait, les stations et la proximité, le déploiement sur toute la France, avec des régions qui ont une répartition. Donc, vous voyez que la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes à 14%, donc elle a déjà démarré, c'est une vallée qui est connue, qui est reconnue, et Valérie a beaucoup contribué. Et donc on a une répartition par région. Si on regarde la transition, donc voilà, la transition de 2026 à 2030, on était sur 200 stations nécessaires en 2026. À fin 2030, on aura besoin de 747 stations. Donc avec la même notion de répartition entre 200 kg jour et 2 tonnes jour, mais avec beaucoup plus de besoins de stations à 2 tonnes jour. Donc on retrouve en fait un besoin, si on cumule les deux solutions, de plus de 1000 stations. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle mathématique qui a été établi à partir des flux et des restrictions. Et on s'aperçoit qu'on est cohérent de ce qui vous a été présenté ce matin par France Hydrogène dans le plan ambition de France Hydrogène, c'est-à-dire que pour avoir plus de 300 000 véhicules sur nos routes à hydrogène en 2030, il va falloir avoir 1 millier de stations. Alors, il faut que vous reteniez que c'est un outil de modélisation. Donc, si demain, en 2026, on n'est pas à 98 stations de 200 kg, mais à 70 et qu'on en est un peu plus à 400 ou à 800 kg, c'est pas grave. En revanche, on a posé un certain nombre d'hypothèses pour assurer qu'on ait la structure d'avitaillement qui permette de servir un marché de 50 000 VUL et de 340 000 VL à l'horizon 2030. Donc, avec 747 stations, c'est possible. Si on passe maintenant au poids lourd, donc même démarche, on s'appuie toujours sur des données qui viennent du parc roulant. On y applique des hypothèses qui sont partagées par la profession. Donc là, ça vient de l'étude visionnaire au niveau des véhicules lourds. On prend un certain nombre de données comme le kilométrage annuel, la consommation, la localisation également des poids lourds, la spatialisation des recharges. On a intégré dans le poids lourd aussi les poids lourds qui traversent la France, par exemple entre l'Allemagne et l'Espagne. Et ça nous amène une localisation de la demande d'hydrogène pour répondre aux usages des transporteurs. Donc les hypothèses qu'on a prises, là on regarde que 2030. Il y aura quelques camions en 2026, mais on est à un peu moins de 1000 camions. Donc vous l'aurez dans l'étude, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. On est à un peu moins de 12 000 camions qui seront distribués sur la France entière à l'horizon 2030. On a estimé qu'à peu près 38% du parc, ce seraient des véhicules en transit, c'est-à-dire des transporteurs qui traversent la France, mais qui ne sont pas localisés en France. On a exclu jusqu'au 16 tonnes. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il y a des solutions batteries tout à fait pertinentes pour le camion en deçà de 16 tonnes et qu'on priorisait l'examen de la technologie hydrogène, la pertinence de cette technologie sur des véhicules plus lourds. Des porteurs, des tracteurs, avec là aussi une spatialisation de la recharge domiciliée, donc c'est-à-dire à proximité des entrepôts logistiques
ou des lieux des transporteurs. Et puis, le reste, là, se retrouve sur le corridor de transit, avec quand même une contrainte forte, c'est qu'on soit compatible avec la FIR, cette réglementation qui va imposer un certain nombre de stations à chaque pays. Et puis, pas de station 4 tonnes au cœur de Paris, par exemple. Donc, on a essayé de prendre en compte aussi un certain nombre de contraintes géographiques. Ça donne quoi ? À l'horizon 2030, pour servir un parc de 12 000 camions, on aura besoin de 168 stations en capacité de délivrer de l'hydrogène. Elles sont réparties au départ en priorité sur la zone AFIR et on voit que là, on est sur des cubages beaucoup plus importants, entre 1 tonne 2 à minima, et on peut aller jusqu'à 4 tonnes sur certaines zones par rapport au trafic circulant. Ça ne veut pas dire qu'on aura autant de stations 4 tonnes, mais ça veut dire qu'on peut réfléchir et qu'il y a un marché sur lequel on pourra avoir un modèle économique pour des stations 4 tonnes, vu le trafic des camions dans cette localisation-là. Si on fait la comparaison, donc vous voyez qu'on a quand même traité 2026, mais là on aura besoin de 36 stations, principalement positionnées sur le corridor AFIR, donc l'axe nord-sud, et ensuite une dissémination sur des axes France entière pour couvrir les principaux flux logistiques et apporter aux transporteurs l'énergie hydrogène dont ils ont besoin. On a fait un sanity check avec la FIR et on voit que la modélisation que l'on a fait est tout à fait compatible. Avec la FIR, on est parti sur une base de 100 km qui serait la réglementation AFIR la plus vertueuse. Aujourd'hui, il y a 3 solutions possibles. Soit c'est 100 km qui passent, soit c'est un espacement de 150 km, soit c'est 200 km. Nous, on estime que 100 km, c'est la bonne dimension. Donc, on est parti sur le schéma le plus exigeant. On a fait un test au niveau Auvergne-Rhône-Alpes pour voir. Donc là, vous avez la localisation géographique de l'ensemble des stations. Donc si on combine stations pour poids lourds, stations hydrogène, on est à un petit peu moins de 1000 stations à l'horizon 2030 pour couvrir un parc de 341 000 VL et VUL et un parc d'un peu moins de 12 000 camions. On n'en est qu'au début. Donc on a fini la première étape qui était cette étude de modélisation. Maintenant, il y a énormément de stations qui ont déjà vu le jour. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des projets de financement qui sont déjà actés. Donc, si je vous prends le dernier appel à projet écosystème ADEME, vous avez autour de 90 stations qui sont financées. Donc, cette approche va être complétée avec un rapprochement de ce qu'on constate déjà sur le marché, avec un rapprochement des acteurs pour voir où vont s'implanter les stations et pour voir s'il y a cohérence entre l'outil de modélisation et la réalité du terrain. On va impliquer aussi les régions, parce que chaque région aujourd'hui réfléchit à des schémas directeurs. On va impliquer bien évidemment les collectivités et agglomérations concernées par les ZFE. Et une fois qu'on aura fait cette phase, je dirais, de rapprochement avec les initiatives terrain, rapprochement avec les plans stratégiques de déploiement, ça nous permettra d'avoir un modèle beaucoup plus abouti, beaucoup plus complet, beaucoup plus proche de la réalité et des projets en cours. Et ça, ce sera partagé normalement lors des journées hydrogène dans les territoires en juin de cette année. Voilà. Je sais que c'est très rapide, c'est beaucoup d'informations. On a prévu, après le salon, de sortir les principaux éléments de cette étude dans un format un peu plus digeste. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, Jean-Luc est là pour y répondre. Et je suis désolée, je dois m'absenter. Merci Valérie.